Salut Catherine, salut Pablo. Salut, Salut, salut. salut. Retour du débrief. On n'avait pas vraiment disparu, mais les séquences de dimanche dernier nous ont pas mal pris du temps parce que c'était les jours J de l'élection présidentielle. Entre-temps, on a lancé un nouveau format qui a, semble-t-il, assez plu à plusieurs d'entre vous qui nous suivez. Et encore une fois, merci de nous suivre et de cliquer sur le petit lien. Là, c'est plutôt par là d'ailleurs, pour recevoir les notifications. On va continuer toujours de temps en temps. Ça ne sera peut-être pas quotidien, mais on continuera les formats courts de 10 minutes, des débriefs qui nous permettent à nous de réagir un peu à des sujets d'actualité, à ce qui fait l'actualité. On reviendra de temps en temps sur les débriefs et puis on pérennise ce rendez-vous du dimanche du débrief de l'actualité de la semaine. Donc retour, je disais, grande semaine pour la gauche. La gauche qui se parle, se reparle même après la séquence présidentielle. Elle se parle en vue de ce que Mélenchon appelle le troisième tour, les élections législatives. Autour de la table des discussions, le NPA, le PCF, les écologistes et les socialistes. Si un accord venait à aboutir, ce serait historique, des discussions qui se poursuivent. Les communistes jugent l'accord insatisfaisant à ce stade. Les socialistes ont mis les discussions sur pause en attendant les garanties de l'Union populaire. Et du côté des écolos, on se dit confiant, même son de cloche d'ailleurs du côté de Mélenchon. Le leader de l'Union populaire fait campagne en ce moment pour obtenir une majorité de députés de gauche et des écologistes pour s'installer à Matignon et devenir Premier ministre de cohabitation. Ce serait une première dans l'histoire de la Ve République, une première qu'un président, en tout cas fraîchement élu, n'obtienne pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais pour l'heure, le troisième tour commence ce 1er mai. 250 manifestations partout en France, pouvoir d'achat, salaire, retraite, inflation. Ce sont un peu les grands mots d'ordre de la fête internationale des droits des travailleurs et des travailleuses. Alors Catherine, Pablo, le troisième til sera-t-il social et ou politique? Vas-y, Catherine. Il sera probablement les deux sans être totalement confondu. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'élection législative et il y a un enjeu de lutte sociale. Évidemment, c'est important que les luttes sociales puissent se représenter un débouché politique. C'est un peu ça qui se joue. Je pense que ce n'est pas la même chose. Je veux dire, le troisième tour, il y a des endroits différents où ça se joue et il y a un gros enjeu politique avec les élections législatives qui se profilent. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un 1er mai qui n'est pas un entre-deux tours au moment de l'élection présidentielle. D'habitude, c'est l'entre-deux tours. Et là, c'est la première fois qu'on n'est pas dans cette situation depuis l'inversion du calendrier. Donc, ça donne un côté un peu particulier à ces rendez-vous du 1er mai. Moi, je suis à 7, là, pour les vacances. Et ce matin, je suis descendue au centre-ville et il y avait une ambiance un peu particulière pour ce 1er mai où tous les militants de la gauche syndicale et politique se retrouvaient. Plutôt content, je crois. Il y avait plutôt une bonne ambiance pour se dire qu'on était content d'être ensemble et qu'on pensait que ça pouvait le faire. Pablo, tu penses aussi que les mobilisations contre ce que Macron prévoit de faire, les retraites, les mesures d'aide ponctuelles, etc., ça peut être un enjeu pour les législatives, c'est-à-dire que ça peut aussi porter une alternative de gauche à l'Assemblée, ça peut lui être favorable s'il y a des mobilisations importantes d'ici à juin prochain? Déjà, ça a déjà été le cas de par le passé, même pendant le quinquennat qui vient de s'écouler, hein. On a vu lorsque Emmanuel Macron a essayé de faire passer sa réforme des retraites, immédiatement, il y a eu en face de lui et un front social, d'une part, et d'autre part, je sais pas comment on dit, des coups portés aussi sur le plan politique, notamment à l'Assemblée nationale, par les députés, qu'ils soient socialistes, insoumis ou communistes. Après, la question, c'est comment ces deux choses s'articulent. Ce que disait Catherine, c'est d'une part, il faut trouver en fait les moyens. Enfin, moi, ce que je pense, pardon, c'est que les luttes, c'est-à-dire marcher dans la rue, c'est-à-dire faire la monstration en fait de son opposition à une proposition faite en l'espèce par un gouvernement de droite, ça permet déjà en fait de mettre tout le monde au même endroit, c'est-à-dire tout le monde dans la rue. Et ensuite, en marchant, il s'agit de discuter, il s'agit de faire des propositions. Quand je dis en marchant, c'est pas vraiment en marchant, hein. C'est genre faire des réunions, etc. Essayer de trouver en fait dans ces luttes l'inspiration et réussir à redonner de l'espoir en fait là où il n'y en a plus beaucoup. Hier, j'écoutais Jean-Luc Mélenchon, il était invité chez Laurent Ruquier et Léa Salamé sur France 2 et c'était assez intéressant parce que il a dépeint à un moment, il a dépeint une France qui était dans un... Enfin, la description qu'il a faite de la France était vraiment mais
très très misérable, on avait l'impression que la France était un pays d'une pauvreté sans nom, etc. Et je pense que je ne nie pas en fait sa description, hein. Enfin, je pense il y a une part de justesse lui c'est là-dessus en fait qu'il compte, c'est ce sur quoi il compte s'appuyer, sur cette pauvreté, sur cette misère. Les luttes sociales, et Catherine, c'est hyper intéressant la façon qu'on vient de décrire le 1er mai, là où tu es en vacances, c'est que tu as dit, oui, c'était joyeux, j'ai senti les militants heureux d'être ensemble, etc. C'était un peu particulier. Mais en fait, c'est ça, en fait, c'est les luttes en France, elles ont de ça de fort que assez souvent, en fait, ce sont des luttes joyeuses, ce sont des luttes où l'on chante, ce sont des luttes où en fait, les gens portent au bout de leur pancarte, de leurs bras, etc., et dans leur cœur, énormément de joie. Et c'est peut-être ça qu'il faut retrouver, parce que je trouve que, et là je fais une petite critique à l'égard des politiques, je trouve que c'est ce qui manque un peu parfois aux politiques, en fait. Cette joie, en fait, qu'on peut voir, en fait, chez les manifestants qui marchent dans la rue. Parfois, les politiques, quand je les écoute à la télévision, ben je vois pas trop le rapport. Donc c'est peut-être ça aussi qu'ils ont à chercher, et c'est peut-être ça aussi qui pourra permettre leur unité, cette Euh, joie. Jean-Luc Mélenchon a aussi donné une grande interview dans le JDD, et beaucoup des protagonistes, ou en tout cas des leaders de la gauche qui participent des discussions en vue des législatives, ont fait le souhait, ont fait le vœu de faire la photo de famille pour ce 1er mai, c'est-à-dire qu'on imaginait dimanche, bon, en l'occurrence que des hommes, parce que c'est que des hommes qui sont à la tête des partis, mais Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Julien Bayou, peut-être Philippe Poutou aussi, faire la photo ensemble et lancer la bataille législative. Visiblement, ça n'aura pas lieu parce que l'accord n'a pas encore été validé par les uns et les autres. On ne sait pas si ça aboutira, on va y revenir, mais c'est vrai que ça aurait eu de la gueule de les voir ensemble marcher derrière les syndicats, tous ces leaders politiques, non? C'est un peu un premier raté ou pas? On s'en fout. Ce que dit Mélenchon d'ailleurs, hein, il dit c'est pas le sujet, tous les ans on se retrouve. Ouais, ouais. Non, ce que je pense, c'est que tout le monde comprend bien qu'il y a des discussions. Le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'était la semaine dernière. D'ailleurs, moi, je pense qu'il faut quand même prendre le temps de lire ce résultat. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui me dérange un tout petit peu aussi dans cette histoire de troisième tour, c'est qu'on fait comme si on se projette dans le tour d'après, après avoir magnifié l'élection présidentielle comme étant l'élection cardinale. Donc, elle structure quand même, euh, sans doute pas autant qu'on le raconte, c'est pas négligeable. Ce qui s'est passé mérite d'être analysé et de comprendre à quel point les campagnes sont en adéquation avec les résultats, à quel point elles ne le sont pas. On a reçu cette semaine, enfin vous avez reçu, enfin Pablo Roubaud-Kouachi, qui était le porte-parole de Fabien Roussel. On attend que le Parti communiste produise une analyse de ce qui s'est passé, c'est-à-dire véritablement, pas simplement de se satisfaire de ce qu'ils ont fait. C'est pas mal de se satisfaire de ce qu'on fait quand on milite et quand on lutte, mais c'est bien aussi de tirer les leçons de ces échecs. C'est vrai pour les 3 partis de la gauche, ou les 4 même, parce que j'inclus le NPA, il a quand même fait son score le plus mauvais depuis qu'il y a des candidats issus de la LCR à l'élection présidentielle. Donc, je pense quand même que tout le monde doit réfléchir, y compris d'ailleurs la France insoumise. La France insoumise, elle a une carte électorale qui est particulière. C'est-à-dire que c'est pas, certes, comme l'a raconté très bien Jean-Luc, n'importe quoi, Roger Martelly dans son analyse du premier tour, Jean-Luc Mélenchon ne fait jamais moins de 13% dans aucun département. Donc ça fait quand même une base nationale, mais ce n'est pas un vote homogène. C'est-à-dire que c'est un vote qui a quand même des typologies qui sont d'ailleurs assez loin de ce que moi j'ai pas regardé Ruquier hier soir, mais enfin c'est pas les plus pauvres des plus pauvres qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Le monde populaire a voté à 50% pour Marine Le Pen. Au premier tour, je ne sais plus quel pourcentage, mais enfin c'est quand même c'est des pourcentages très élevés. Et je crois même me souvenir dans cet article que Martelly pointait que Mélenchon, par rapport à 2017, recule d'1 point dans les petites communes rurales qui sont en fait les communes ouvrières d'aujourd'hui. Et donc, il y a quand même une question à comprendre. Et en même temps, quelle est
au fond, qu'est-ce qui a porté Jean-Luc Mélenchon? Quel est le discours? Alors, on a parlé du vote utile, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Il y a aussi le contenu de son discours. Et dans le contenu de son discours, qu'est-ce qui a été entendu? Qu'est-ce qui a fonctionné? Je crois par exemple que quand il parle des plus pauvres parmi les plus pauvres, ce n'est pas forcément qu'aux plus pauvres qu'il s'adresse. Il s'adresse aussi à des gens qui ne veulent pas d'une société aussi inégalitaire. Donc voilà, moi je Il trouve a qu'il énormément faudrait mis l'accent d'ailleurs. voilà, moi je plaide pour que qu'il y ait une analyse quand même de ces rapports de force issus du premier tour, et pas simplement des rapports de force, de la compréhension de ce qui se passe dans la société. Alors, je n'ai pas parlé du Parti socialiste, j'ai l'impression quand même qu'il est en train de se passer des choses assez rapides, assez profondes, et peut-être même une rupture, en tout cas un changement d'orientation prôné par Fort, et si Fort conserve la majorité dans le Parti socialiste, c'est vraiment un changement de direction, et qui peut déboucher potentiellement sur une grave division et scission dans le PS. Alors Juste justement, vas-y. Vas-y, pardon. Non, je Non. voulais juste revenir sur la photo de famille là, que tu disais. Bon, bah, c'est dommage. Pour être très précis sur la photo de famille, Mélenchon, à qui qu'on interroge là-dessus, je viens de retrouver le papier, il dit défiler tous ensemble le premier, voilà qui est nouveau. Cela fait juste un siècle et demi qu'on le fait. La photo de famille du premier, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le contenu du programme social qu'on appliquera. Voilà. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que en fait, là, ce 1er mai, s'il voulait vraiment dire, en fait, par photo de famille, on entend aussi peut-être signature ou ratification de l'accord qui va du NPA au Parti socialiste. C'est peut-être ça qu'on entendait. Et ça aurait peut-être été heureux, je ne sais pas, pour l'auteur de ce papier, que ça se fasse avant le 1er mai, pour que le 1er mai puisse être affiché dans la rue, cette unité. Bah, moi, je pense que c'est juste un peu trop tôt. Hein. Comme dit Catherine, c'était il y a qu'une semaine en fait le deuxième tour. Les discussions, là, on est encore en fait en pleine discussion. Comme Catherine le disait en début de semaine, ces discussions, c'est vraiment des jeux de poker menteur où tout le monde essaye de faire monter les enchères en faisant fuiter des choses dans la presse, en disant dans les réunions certaines choses. Enfin, c'est des choses ces négociations sont excessivement compliquées, et elles sont compliquées à deux endroits. Comme tu le disais, il y a l'endroit du programme qui est quelque chose auquel tient énormément Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire savoir éventuellement les autres aussi, Pablo. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il n'y a pas que lui qui, quand même. Je suis d'accord, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est lui qui le remet sans arrêt en avant, et les autres auraient, à mon avis, les socialistes peut-être, et peut-être d'autres, tu vois, aimeraient bien juste faire un accord tactique sans être d'accord forcément sur les points programmatiques. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai entendu dans la bouche de certains protagonistes, notamment au Parti socialiste. Oui, alors revenons. C'est justement, c'est ça les deux choses, c'est que d'une part, il y a cette question du programme, parce que Jean-Luc Mélenchon, il entend gouverner, il entend être potentiellement Premier ministre à la fin du mois de juin, et d'autre part, il y a la question des circonscriptions, qui sont deux questions finalement qui ne sont pas exactement les mêmes, parce qu'on pourrait se dire, on acte en fait qu'il y a plein de désaccords sur plein de points, sur le nucléaire, sur la République, sur je ne sais quoi, mais on ne présente qu'un candidat pour une question d'efficacité dans les urnes. Or, ce n'est pas ça le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, c'est d'essayer de trouver une sorte d'accord de gouvernement. Vas-y, Catherine. Non, un mot quand même sur ce que disait Catherine sur le Parti socialiste, parce que ce qui a été étonnant quand même dans ces premiers échanges, ces premières discussions, c'est qu'on a eu le sentiment très vite que là où on ne pensait pas, et d'ailleurs, bon, si on en croit les discussions avec les uns et les autres, la première surprise, y compris pour les premiers acteurs, ça a été de voir que les discussions avançaient beaucoup plus vite avec le Parti socialiste que ça n'avançait avec les écologistes et les communistes, ce qui est assez surprenant parce que les partenaires historiques, en tout cas le partenaire historique de la France insoumise, maintenant l'Union populaire, c'était quand même le Parti communiste. Et aujourd'hui, c'était hier d'ailleurs, Fabien Roussel se disait très insatisfait de l'état des discussions. Mais un petit mot quand même sur le Parti socialiste, parce que c'est quand même intéressant. Catherine, tu le disais, il se passe quelque chose au sein du Parti socialiste. J'entendais l'autre jour un des porte-parole, en tout cas pour le Parti socialiste avancé dans les négociations, qui est présent aux négociations, être interrogé sur la ligne des Hollandais, des Le Foll, etc., qui ne veulent pas d'accord. Et il disait, Hollande n'est pas d'accord, et alors, vous croyez que ça va même voir qui porte la responsabilité de l'échec de la gauche? Je dis aux éléphants, laissez-nous faire, vous avez sabordé le PS, laissez-nous avancer. Donc quand je dis qu'il se passe quelque chose, c'est qu'on a quand même le sentiment que Mélenchon, alors pas Mélenchon tout seul, mais en tout cas la force propulsive qui a été la sienne avec ses 22%, va permettre
va permettre de clarifier les lignes politiques de chacune des organisations politiques. On a tous vu, on a tous fait la démonstration, le constat qu'au sein de PS habitaient deux familles politiques dont on ne sait pas très bien ce qu'elles faisaient ensemble, y compris chez les écologistes. On pouvait se dire qu'est-ce que fait un décroissant avec quelqu'un qui n'a pas de problème avec l'économie de marché. Bon, alors l'économie, c'est une autre histoire, les économistes, c'est une autre histoire, mais on a le sentiment que est-ce qu'il y aura accord, est-ce qu'il n'y aura pas d'accord, mais qu'il se joue des choses au sein des partis qui est de l'ordre de la clarification politique. Il y a eu un résultat. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement le poids de Jean-Luc Mélenchon, hein. Ouais. C'est C'est que Anne Hidalgo, 1,7. ben oui, Anne Hidalgo a été empêchée dans sa campagne. Je veux dire, elle a été empêchée pas parce que personne ne lui a coupé la parole, c'est qu'elle n'avait rien à dire parce qu'elle n'était pas capable de purger la question du bilan de François Hollande. Enfin, c'était vraiment frappant dans les émissions comment elle était incapable. Elle disait toujours non, mais moi je ne veux pas regarder vers le passé, je veux regarder vers l'avant, etc. Enfin, elle contournait toujours. Donc, son bilan est un bilan qui l'a ramené à, enfin, le fait qu'elle ne le traite pas, qu'elle le contourne et que donc, d'une certaine manière, pour les électeurs, elle le valide encore, ça lui a donné 1,7. Donc, je pense que ce n'est pas simplement le poids de Jean-Luc Mélenchon, c'est le résultat du Parti socialiste. Par ailleurs, ce que je trouve extrêmement étonnant, Faure était arrivé quand il a été élu secrétaire du Parti socialiste, il avait dit qu'il voulait faire l'inventaire du bilan de François Hollande. Moi, je m'étais dit parole, parce qu'on avait déjà eu ça avec Jospin qui avait énoncé son droit d'inventaire pour François Mitterrand et qui ne l'avait jamais exercé. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu au Parti socialiste, c'est pas simplement François Hollande qu'il faut regarder, il faut regarder la trajectoire du Parti socialiste depuis 1983. Et c'est pour ça que je pense que cette histoire du programme, l'insistance de Mélenchon sur le programme, elle a des raisons qui sont assez profondes. D'abord, la première, c'est qu'il veut un accord de gouvernement. Donc, ce qu'il dit, et pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, il pense que ce qui est de nature à mobiliser l'électorat, c'est de lui donner une perspective politique qui n'est pas simplement donnez-nous plus de députés. Tout le monde s'en fout de donner plus de députés. Ce qu'on veut, c'est des députés qui pèsent et donc potentiellement qui prennent la majorité de l'Assemblée. Donc, il veut un accord de gouvernement pour crédibiliser cette offre. Et cet accord de gouvernement, il va bien falloir comprendre comment on ne réitère pas 1981, parce que 1981, François Mitterrand, il est élu avec la gauche euphorique. On pensait vraiment que on allait changer la vie. C'était ça la promesse du Parti socialiste. Et 2 ans après, c'est la cata. Et donc, comment on fait pour ne pas réitérer cette cata? Donc, ça suppose quand même de revenir sur le logiciel politique profond, c'est-à-dire au fond, l'adaptation du Parti socialiste aux lois du marché, aux lois européennes, au social-libéralisme pour dire son nom, c'est ça qui s'est produit depuis 40 ans. Et donc, c'est avec ça qu'il va falloir que le Parti socialiste se coltine. Et d'une certaine manière, Mélenchon, il leur dit, si on voulait qu'on gouverne ensemble et qu'on ne réitère pas cet échec qui, 40 ans après, continue de peser, parce qu'on paye François Hollande, mais on paye la séquence dans son entier. Enfin, je veux dire, Jospin est éliminé en 2002. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable cette histoire. Jospin est éliminé en 2002. En 2005, le Parti socialiste appelle à voter oui et c'est le non qui l'emporte. Enfin, le rythme des désaccords entre la gauche politique de terrain, sociale, etc., et le Parti socialiste, c'est une longue liste de désamours et de ruptures avec lequel il faut que le Parti socialiste prenne le temps de faire son examen. Et je pense que Mélenchon, en mettant l'accent sur la question du programme, c'est une question de crédibilité à court terme pour l'élection législative. Ce n'est pas juste un accord de circonstance, un accord technique. C'est un accord de gouvernement pour avoir une chance de mobiliser l'électorat et pour ne pas se reprendre derrière un gros échec, des contenus, des illusions qui nous remet dans le pétrin, quoi. Et il faut l'inventer parce qu'en Europe, il n'y a nulle part où ça existe. Europe et États-Unis, il n'y a pas cette alternative n'est pas formulée, il n'y a pas de force politique qui l'ait complètement pensée et construite. C'est intéressant ce que tu dis, Catherine, parce que la question qui se pose, c'est effectivement la stratégie, ou en tout cas la promesse de Mélenchon de faire émerger un programme de gouvernement. Et dans le même temps, ce que disait tout à l'heure Pablo sur la question la question programmatique et la question des circonscriptions, on a le sentiment que dans le jeu de poker menteur, en fait, les uns et les autres sont prêts à lâcher tout et n'importe quoi pourvu d'avoir un maximum de députés. Est-ce que véritablement les autres formations politiques, je pense au Parti communiste, à Europe Écologie Les Verts, et y compris d'ailleurs le Parti socialiste, est-ce que
il y a véritablement la volonté d'aller dans le sens de Mélenchon sur le programme de gouvernement, ou est-ce que leur enjeu, c'est uniquement d'avoir des députés, puis après de reprendre leur indépendance pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein, parce que peut-être ils ne croient pas à la possibilité d'avoir une cohabitation et qu'ils veulent juste sauver leur peau et leur groupe parlementaire. Tu as tout à fait raison, je pense, parce que effectivement, la perspective de la cohabitation, elle est quand même aujourd'hui assez ténue, hein. Enfin, même si c'est une possibilité, à mon avis, qu'il faut envisager et sur lequel aujourd'hui la France insoumise essaye de construire son discours, pour l'instant, c'est assez ténu. Et donc, effectivement, les autres partis, ils sont pas exactement dans le même. Quand je dis les autres partis, c'est pas ça. J'aime même plus dire parti parce que ça paraît assez presque péjoratif. Mais en tout cas, les autres sensibilités, la sensibilité communiste, la sensibilité écologiste et la sensibilité socialiste, ben eux, effectivement, ils sont pas tout à fait dans la même perspective. Eux, ce qui se joue aussi, au-delà des questions d'ego, des gens qui veulent des postes, des gens qui veulent garder leur poste, hein, pour les députés sortants. Au-delà de cette question, il y a la question de qu'est-ce que, enfin, comment est-ce que la sensibilité socialiste, qui a fait 1,7% à la présidentielle, donc c'est absolument lamentable, comment est-ce qu'elle va faire pour assurer sa survie, en fait? Et même plus, comment est-ce qu'elle va faire pour réussir à retrouver ensuite, dans les années qui viennent, un peu de sa superbe, comment elle va réussir à se reconstruire finalement idéologiquement, puisque moi je suis complètement d'accord avec Catherine, le problème c'est que le socialisme aujourd'hui, tel qu'il est incarné par le PS, n'existe plus idéologiquement en tout cas. Il s'est complètement rabougri autour de tous ses échecs et il a absolument plus rien à dire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas d'espace politique. Et donc, ces questions identitaires, en fait, pour chacune des sensibilités, elles sont importantes et à mon avis, elles sont à prendre en considération, surtout lorsqu'on se passe du côté de la force dominante qui est la France insoumise. C'est-à-dire qu'il faut que la France insoumise fasse des propositions. On ne connaît pas, hein, le contenu exact de ces propositions qui sont faites aux uns et aux autres, au-delà de la question des circonscriptions. Mais il va surtout falloir inventer dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent une façon, en fait, il y a cet intergroupe parlementaire. Bon, c'est super, mais enfin, c'est important, c'est nécessaire, tout ce que vous voulez, mais c'est encore circonscrire la politique à l'Assemblée nationale. Moi, je ne suis pas sûr que c'est vraiment comme ça qu'il faille faire dans les années à venir et dans le quinquennat à venir. Mais au-delà de la question de l'intergroupe, il va falloir trouver un moyen pour que, à la fois, je ne sais pas, quand vous êtes communiste, vous ayez un endroit, en fait, où vous exprimez en tant que communiste sur la société, sur la gauche et sur la société, et aussi un moyen de faire fructifier en fait la pensée communiste, de continuer à l'élaborer, de continuer à la mettre en adéquation avec le temps présent. Et en fait, ces deux choses, à mon avis, enfin j'espère que c'est à ça qu'ils travaillent aujourd'hui dans leur négociation, mais c'est vrai que c'est assez difficile quand même à mettre en place et pour que tout le monde en fait puisse s'y retrouver. Catherine, Moi, je veux dire deux petites choses. La première, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça sur l'accord programmatique, parce qu'en fait, on l'avait déjà dit, nous ici, les désaccords entre les forces politiques n'étaient pas si grands que ça et parfois étaient artificialisés. Hein. Cette histoire de la République et de la laïcité, on l'a maintes et maintes fois dit. c'est sûr, pourtant, Catherine, c'est sur ces questions-là que le Parti socialiste a mis pause sur les discussions, c'est parce qu'ils veulent des confirmations sur la République et la laïcité. Oui, bon, bah, ils les auront, hein, je veux dire. S'ils veulent savoir si la France insoumise est républicaine et laïque, je pense que ça ne va pas faire de problème. Donc, je veux dire, ils continuent de chercher des arguties pour justifier, et parce qu'en interne, ils sont en train de se manger la rate sur ce sujet-là, et que faute de revenir sur l'histoire, ils préfèrent mettre le mistigris du côté de Mélenchon pour pouvoir justifier leur autonomie. Donc, moi, je pense que ça, c'est... Je pense qu'il y a Carole Delga, c'est une chose, Olivier Faure, c'en est une autre. C'est-à-dire que, et Carole Delga, et puis malheureusement, la candidate Anne Hidalgo sont partis sur cette ligne de rupture avec les écologistes et la France insoumise sur le thème vous ne faites pas partie de la République. Bon, bah, ça ne leur a pas porté chance, mais parce que ce sont des arguties, c'est artificiel, complètement artificiel, et je pense que tout le monde le sait. Je ne dis pas qu'il n'y a que des arguties. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, comment penser la transformation sociale en Europe, en étant un pays membre de l'Europe, ça, je pense que ça, c'est une question qui n'est pas aboutie ni d'un côté ni de l'autre. Et que donc, il va falloir y travailler, parce que dire on va désobéir,
bon, c'est sympa, voilà, mais ça fait pas, enfin, je veux dire, ça veut dire surtout qu'il va falloir avoir un rapport de force. Il va falloir être capable d'argumenter, il va falloir faire mieux que n'ont su faire les Grecs en leur temps. Donc, il va falloir, alors, je sais que la France, ce n'est pas la Grèce, mais néanmoins, les Grecs n'y sont pas parvenus. Donc, si nous, on veut faire mieux, il faut qu'on explique comment on va faire mieux. Et donc, moi, je pense que ça, cette question européenne et le rapport entre la France et l'Europe, voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième tout petit point rapide, c'est que j'aime pas, Maplo, quand tu dis je me reprends à propos de partis et de sensibilité. Parce que je ne pense pas que les partis constitués, les trois partis dont on parle, représentent leur sensibilité et qu'il y a une partie de ces sensibilités qui sont dans la France insoumise. C'est-à-dire que le Parti communiste ne représente pas les communistes. Il y a des écologistes et beaucoup à l'intérieur de la France insoumise. Et le Parti socialiste, il y a même beaucoup d'anciens militants socialistes, voire de gens qui se revendiquent encore de la tradition socialiste à l'intérieur de la France insoumise. Donc pour moi, l'intérêt, la question qui se pose là désormais, c'est au fond, la France insoumise s'est positionnée sur un axe de gauche de rupture. Ça maintenant, c'est une chose qui s'est installée depuis 2017. Et avant, je me souviens qu'ils rêvaient d'être une formation creusée. C'était ça leur expression. Le creuset, c'est-à-dire un endroit où ça se retravaille avec les autres formations. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire pour faire émerger un nouveau projet? C'est une question. Et est-ce que les autres partis vont être capables eux-mêmes de reconfigurer leurs propositions politiques en ayant aussi en tête, pour ce qui concerne par exemple le Parti communiste, qu'ils ne représentent pas, et de loin, l'ensemble des communistes. Et les écologistes, c'est pareil. Il faut quand même qu'ils actent ça, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de fonction sociale. Le fait qu'il y ait des communistes à l'intérieur de la France insoumise et qu'il y ait des communistes qui ne sont toujours nulle part et qu'il y ait des communistes au Parti communiste fait que cette question communiste, moi je le pense et on se l'est déjà dit, Pablo, je pense que dans l'histoire de la gauche française, la question communiste est une question très importante et qui ne peut pas être négligée. Néanmoins, elle a été laissée en jachère. En fait, ça fait quand même depuis la crise des pays de l'Est que le Parti communiste a compté ses abattis et ne s'est pas mis en mouvement pour repenser son programme et son projet. Bon, je parle du Parti communiste, c'est celui que je connais le mieux, mais je pense que c'est une question qui se pose à l'identique pour le Parti socialiste, en vérité. J'ai une dernière question pour tous les deux. Je ne l'ai pas dit, mais parce qu'on a beaucoup commenté les sondages et on sait combien ils peuvent être critiquables, mais il y a au moins 2 sondages qui ont donné le bloc de gauche très majoritaire dans le cadre des élections législatives à 34-36%, soit 10 points de plus que la candidature, enfin en tout cas que les candidats de la majorité présidentielle, et 10 points de plus que les candidats s'il devait y avoir une union, ce qui n'est pas probable a priori, du Rassemblement national et de Reconquête. C'est absolument gigantesque. Bon, après, les configurations des législatives fait que dans le cadre de second tour, il y aura sans doute beaucoup de second tour de La République En Marche face à un candidat du Rassemblement national ou un candidat de l'Union populaire, élargi ou non. D'après vous, compte tenu de cette situation où la gauche pourrait obtenir une majorité, enfin, au moins sur le papier, on verra ce que ça donnera à l'échelle des circonscriptions, parce que c'est difficile de faire un sondage suffisamment juste pour intégrer les spécificités locales, mais ça vous semble aller dans le bon sens, ou en tout cas, ça vous paraît être une nécessité absolue que l'accord aboutisse? Ça vous semble possible, plausible, compte tenu des discussions? Vous disiez que c'était un jeu de poker-manqueur. Est-ce que vous pourriez dire il y a aucune raison que ces accords n'aboutissent pas? Et si ça ne devait pas aboutir, qui en porterait la responsabilité? Moi, je pense effectivement que personne dans tous les partis qu'on cite depuis tout à l'heure de la gauche, je mets peut-être un peu à part le NPA, mais sinon les autres, Oui, parce personne qu'il n'a faut préciser que d'intérêt. le NPA n'est pas très content que la France insoumise discute avec les socialistes. Avec l'UPS, bien sûr. Et qu'ils ont dit que de toute façon, eux, ils ne participeraient à aucun gouvernement. Mais je les Quoi mets qu'il un peu arrive. à part parce qu'eux, ils n'ont pas cette tradition d'envoyer des députés, etc. Mais pour les autres, vraiment, tout le monde a intérêt à ce que cet accord existe. Tout le monde sait très bien que la France insoumise aura la part du lion dans cet accord. Et donc, après, il s'agit de voir en fait les modalités selon lesquelles chacun peut essayer de récupérer ce qu'il peut récupérer. Juste pour ajouter à ce que tu dis par rapport à ces sondages, juste montrer ce qui s'est passé en 2017. En 2017, pour les législatives, au premier tour, la France insoumise fait 2,6 millions de voix et le Parti communiste le Parti socialiste fait 1,6 million, donc 900 000 voix de moins. Et bien, au deuxième tour, le Parti socialiste a 35 députés
et la France insoumise n'en a que 17. C'est-à-dire que, effectivement, les reconfigurations, c'est très important et c'est vraiment, les 35% au premier tour là qu'on voit dans les sondages, ça ne préfigure absolument pas à quoi va ressembler l'Assemblée nationale ensuite. En revanche, ce que ça dit aujourd'hui, c'est qu'il y a une attente en fait, et que la perspective de cette unité ou de cette union à gauche, en gros, permet en fait à des électeurs de se retrouver dans une offre nouvelle qui n'a pas été celle de la présidentielle. Après, on va voir comment ça Catherine, se... à toi le mot de la fin, mais je te repose la question différemment, parce que tu disais, tu connais bien la famille communiste notamment. Qu'est-ce qui ferait qu'un accord pourrait ne pas aboutir et voir le jour? Fabien Roussel, hier, peut-être dans un jeu de poker menteur, comme vous le disiez tout à l'heure, dit que pour l'instant, les accords sont totalement insatisfaisants. Oui, oui, je pense que ça, tout le monde essaye de faire monter au maximum pour avoir le plus d'élus possible. On sait que c'est ce qui donne du poids politique, c'est ce qui donne de l'argent aux formations politiques. Enfin, donc, il y a des vrais enjeux. Je ne les méprise pas du tout. Donc, c'est normal qu'on soit dans cette période-là qui est un peu tendue. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de débrief cette semaine, parce que chaque demi-journée apportait son lot d'informations contradictoires et on s'est dit, on ne va pas se mettre à commenter heure par heure les bruits de couloir qui, en fait, qui participent de cette histoire. Moi, je crois que tout le monde a absolument intérêt à avoir cet accord, parce que sans cet accord, il n'y a pas de groupe pour le Parti communiste, il n'y a pas de groupe pour les écologistes, ça me paraît évident. Ce que je pense, c'est que c'est aussi un moyen, ce sont des outils pour eux pour repenser leur projet et se reconstituer. Donc, j'aime bien la phrase de Jean-Luc Mélenchon quand il termine en disant aux jeunes à la fin du premier tour, faites mieux. D'une certaine manière, là, ils vont avoir des groupes, faites mieux. Moi, je pense que ça, c'est un beau challenge. Faites mieux, vous allez avoir un groupe, faites mieux que nous et vous en aurez les moyens. Et puis, j'avais un dernier petit truc. Ah si, voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ces accords, je pense qu'ils doivent évidemment tenir compte du rapport de force politique, mais ils doivent aussi tenir compte des réalités locales. C'est-à-dire que c'est évidemment, il y a des implantations. Le Parti socialiste, ça ne vaut pas 15 députés. Parce qu'il y a des militants, des élus locaux qui peuvent contribuer. Si on veut avoir une majorité à l'Assemblée nationale, il faut que les personnalités locales qui ont du poids, toutes n'en ont pas, et toutes n'en ont pas de la même manière, et toutes n'ont pas envie de s'inscrire dans une dynamique de rassemblement, de convergence pour aller vers la transformation sociale et les progrès sociaux que l'on attend. Mais ceux qui le veulent, dans les élus, et il y en a un certain nombre quand même qui se manifestent, de grands élus. Là, j'ai lu l'interview du maire de Lyon dans ce sens. Enfin, je veux dire, il y a quand même des gens qui se place en position de vouloir y contribuer. Et donc, je pense qu'on doit absolument tenir compte. Voilà, moi, j'étais à 7. L'histoire du Parti communiste à 7, ce n'est pas une question totalement marginale, quoi. Donc, si on veut avoir cette majorité à l'Assemblée, il faut aussi tenir compte des réalités locales. Il faut que le poids des formations politiques soit évidemment intégré. Il faut que chacune d'entre elles ait la possibilité de constituer un groupe à l'Assemblée nationale pour avoir son autonomie d'expression. Mais il faut aussi ajuster en fonction du local. Allez, merci à tous les deux. Je vous le redis, pour ceux qui nous suivent régulièrement, et encore merci pour ça. Abonnez-vous à la chaîne, c'est par là, normalement, si je ne me trompe pas, il faut appuyer ici, et puis vous aurez les notifications, ou peut-être par là. Enfin bref, il y a un truc qui Comment on ne sait pas quand on va faire le regard. Vous pourrez avoir les notifications pour toutes les émissions qu'on met en ligne sur notre chaîne YouTube, que ce soit des chips, des bières, des chips et des gauchistes, que ce soit les ASAP, les midinales évidemment de quotidienne, et puis nos débriefs qu'on s'engage plus vraiment à faire en quotidienne, mais qu'on fera en fonction de l'actualité et des sujets. On essaiera d'être réactif et de revenir vers vous. Voilà, on clique sur abonnez-vous et on fait savoir. Merci à vous. Salut. Salut à tous, bon 1er mai.